Au sommaire de cette édition, situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'armée alerte sur la menace qui pèse sur Goma. D'après les forces loyalistes, l'armée rwandaise et les rebelles du M23 s'apprêtent à réoccuper leurs anciennes positions. Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Eskadela, vient d'être interpellé ce mardi à l'aéroport international de Njili par l'Agence nationale des renseignements alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi avec son leader. L'homosexualité est interdite en Ouganda. La loi promulguée lundi par Yoweri Museveni prévoit jusqu'à 20 ans de prison quiconque promeut sciemment l'homosexualité. En sport, c'est une fierté pour le football congolais. Chancel Mbemba Mangoulou a été élu ce mardi meilleur joueur africain de la Ligue 1 grâce à sa performance durant la saison 2022-2023. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télé 50. On commence par cette nouvelle alors qu'il s'apprêtait à quitter Kinshasa avec Moïse Katumbi Chapoué, le conseiller spécial et financier du candidat à la prochaine présidentielle. Salomon Eskadela a été interpellé par les agents de l'Agence nationale des renseignements pour une destination inconnue. Les motifs de son interpellation ne sont pas connus. L'opposant Matata Ponyo dénonce cette interpellation et la qualifie de dictature. Le sénateur Matata exige par ailleurs sa libération et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Situation sécuritaire, les forces armées de la RDC dénoncent avec véhémence le comportement va en guerre qu'affiche l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FRDC, ces terroristes veulent réoccuper leurs anciennes positions à Chanzu, Kibumba et Rugari. L'objectif est donc d'attaquer la ville de Goma afin d'accentuer la crise humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Chanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi. À la suite de ce qui précède, rencontre des commandants de grandes unités engagées aux différentes lignes de front dans l'est de la RDC, convoqués par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima a donné les nouvelles instructions pour stopper les menaces du M23 qui visent justement à attaquer la ville de Goma. Réunis autour du gouverneur militaire du Nord Kivu, tous les commandants des grandes unités engagées au front dans l'est de la RDC ont reçu de nouvelles justifications pour stopper en amont des menaces du M23 qui veulent intimider les habitants de la ville de Goma. Le porte-parole du gouverneur, le lieutenant-colonel Njike Kaiko, revient sur les grandes lignes. Le commandant des opérations qui s'est trouvé être le gouverneur militaire des provinces, son excellence le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, a tenu, n'est-ce pas, à réunir tout le commandant des grandes unités engagées dans les opérations de traque contre le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Et les échanges ont tourné tout autour, n'est-ce pas, du fait que les troupes doivent rester en alerte maximale malgré que nous sommes en train d'observer la trêve. Le général Constant Ndima en a appelé à tous les habitants de Goma et les alentours d'être vigilants et surtout dénoncer
tout cas suspect. Toujours dans l'Est, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a apporté une assistance aux déplacés du camp de Bushagara au Nord Kivu. C'était à l'issue de la mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Il est allé reconforter les sinistrés de Calais et évaluer également la situation sécuritaire en Ituri et dans les 2 Kivu. C'est une visite de réconfort que le Premier ministre a rendue aux déplacés qui sont sur les sites de Bushagara. Il leur a apporté l'assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Jean-Michel Sama Lukonde a promis à ses déplacés d'œuvrer pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous encourageons tous les organismes, non seulement à Calais, parce que là aussi, il y a un grand élan des humanitaires pour aider. Pour l'heure, bien sûr, c'est un soulagement que nous apportons ici en termes d'aide en vivres et en matériel et ustensiles utiles, mais surtout en médicaments. Pour leur part, les bénéficiaires ont salué ces gestes du chef du gouvernement en leur faveur, mais demandent surtout à retourner chez eux. Je suis couturière. Nous avons fui et on m'a donné cette machine à crédit que je dois payer par tranche. Je l'ai prise à $60. Nous ne gagnons pas beaucoup d'argent, mais nous acceptons n'importe quelle somme d'argent à cause de la faim. Et par jour, je peux gagner jusqu'à 2000 francs congolais. Si la guerre prend fin, nous allons retourner chez nous. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à continuer à travailler sur la plus grande demande de ces déplacés, à savoir retourner à Rutshuru, Kibumba et dans les Massissi. Ils espèrent en tout cas que la paix va revenir dans leur milieu de... Et dans l'actualité, après sa visite à l'hôpital général de Panzi, où il a livré un message d'espoir aux victimes des guerres et des violences sexuelles pour la justice et la paix, Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, est rentré à Kinshasa dans la soirée de ce lundi. Après les députés du FCC, c'est au tour des députés du Grand Katanga de fustiger la loi portant répartition des sièges qui défavorise leur province à l'Assemblée nationale. Le constat est qu'avec regret, le Grand Katanga a perdu près de 1 million d'enrôlés après nettoyage uniforme et opaque du fichier électoral décliné par les confessions religieuses. De la loi portant répartition des sièges. Bien que le Katanga ait perdu un seul siège à la députation nationale, soit 73 députés nationaux en 2023 au lieu de 74 en 2018, le RDK observe, après analyse des statistiques publiées dans le projet de loi portant répartition des sièges par le gouvernement, une réduction sensible et injustifiée de près de 500 000 enrôlés en 2023, comparativement au nombre d'enrôlés en 2018 dans la province du Haut-Lomami. En dépit des effectifs de nouveaux majeurs en âge de voter en 2023 et du flux migratoire important ayant déversé une frange non négligeable de la population constituée essentiellement des majeurs venant du Kasaï, le RDK constate avec regret que le Katanga a perdu près de 1 million d'enrôlés après nettoyage univoque et opaque du fichier électoral décrié par les organisations de la société civile, les confessions religieuses ainsi que la majorité de la classe politique congolaise. Parallèlement, le RDK constate une augmentation de 935 680 d'enrôlés pour l'espace Grand Kasaï, malgré l'afflux migratoire connu de toutes ces populations vers les autres provinces comme Bandundu, Kasaï, Congo central, le Kivu et le Katanga. Le RDK déplore que bon nombre de circonscriptions du Katanga. Lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires et publics privés par le vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe qui a représenté le premier ministre pour Tony Mwaba. Il s'agit donc d'un procédé électronique permettant de positionner et de localiser avec précision le lieu d'implantation des établissements scolaires avec leurs coordonnées géographiques, leurs photos assorties et de leurs informations administratives. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a, au nom du premier ministre en déplacement, procédé au lancement officiel de la plateforme de géolocalisation des établissements scolaires publics et privés sur toute l'étendue du territoire national.
Cette initiative devrait inspirer tous les ministères et services de l'État qui ne l'ont pas encore réalisé, non seulement pour la bonne maîtrise de leurs effectifs, mais pour un meilleur suivi de leurs programmes et objectifs escomptés. Bien avant le lancement officiel, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a été invité pour expliquer les 8 onglets informatiques mis en ligne pour assurer la gouvernance numérique de son sous-secteur. À ce propos, le numéro 1 de l'EPST, Tony Mwaba, a déclaré qu'il s'agit d'un procédé électronique permettant de positionner ou localiser avec précision les lieux d'implantation des établissements scolaires avec leurs coordonnées géographiques, leurs photos assorties de leurs informations administratives. Pour la première fois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique fait de l'inclusion du numérique un outil incontournable dans sa gouvernance et de ce fait s'ouvre au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. Il convient de noter que les informations administratives de chaque établissement scolaire géolocalisé et leurs coordonnées géographiques ont été collectées grâce à une application totalement développée par la DINACOP, un des services techniques clés de son ministère. Écho de parti politique, c'est dans la salle polyvalente chez Tansia que le président de la fondation qui porte son nom et au cadre du parti politique AREP, Arsène Tansia, a communié avec les femmes de la commune de Matete. Il les a conscientisées à l'idéologie du parti et au meilleur choix lors des prochains scrutins. Elles viennent de toutes les communes du district de Moamba, majoritairement de la commune de Matete. Ces femmes s'activent aux côtés de la fondation Arsène Tansia pour un meilleur avenir de cette partie de la ville-province de Kinshasa. Arsène Tansia, initiateur de la fondation et au cadre du parti AREP, cher Aguilo Andomboyo, a sensibilisé ses mamans à l'idéologie du parti en invitant également tous les Matétois et Matétoises à l'accompagner lors des échéances à venir pour une bonne représentativité en vue du développement de la commune de Matete. Et tant qu'enfant natif, né et grandi à Matete. On a eu à parler avec eux par rapport aux soucis qu'on a pour cette commune, les soucis qu'on a pour le développement de cette commune. Et je pense que le lendemain de cette commune, on dépend en premier à nous-mêmes. Et tant que Matétois, j'ai eu ces soucis-là de défendre cette commune et je ne pouvais pas manquer sans pour autant discuter avec nos mamans matétoises, sans pour autant donner leur considération, parce qu'on dit qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est pourquoi je lance un message à tous les Matétois, à tous les ressortissants de Moamba. Je pense qu'il est temps de voir les choses autrement, de décider de notre avenir, l'avenir qui est celle de notre commune, qui est celle de notre pays, on dépend de nous-mêmes. Dans sa générosité, Arsène Tansia n'est pas venu main vide, il a remis des sacs de semoule à la satisfaction de ses mamans. Dans cette démarche de conscientisation de femmes, Arsène Tansia était accompagné du fédéral de Moamba et du porte-parole adjoint de la formation politique agissant pour la République. Je l'annonçais dans le sommaire, l'homosexualité est interdite en Ouganda. La loi promulguée lundi 29 mai par le président Yoweri Museveni dispose que quiconque, particulier ou organisation, promeut sciemment l'homosexualité en cours jusqu'à 20 ans de prison. Profondément troublés par la validation de ce texte, les États-Unis envisagent les sanctions contre l'Ouganda. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué lundi 29 mai une loi anti-LGBT controversée, prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles. Dans ces pays d'Afrique de l'Est où l'homosexualité est déjà illégale, les actes d'homosexualité sont passibles de prison à perpétuité depuis une loi datant de la colonisation britannique. La nouvelle loi introduit la notion d'homosexualité aggravée, autrement dit l'acte sexuel
sexuel entre personnes de même sexe est désormais considéré comme un crime passible de la peine de mort en cas de récidive. Une autre disposition qui inquiète fortement les ONG. Selon les textes, quiconque particulier ou organisation promet sciemment l'homosexualité encourt jusqu'à 20 ans de prison. Et s'il s'agit d'une organisation, elle risque 10 ans d'interdiction. La promulgation de la loi par le président a d'abord été annoncée sur Twitter par la présidente du Parlement, Anita Among, avant d'être confirmée par son porte-parole, de Yoweri Museveni. Après les votes de la première version de cette loi le 21 mars dernier, l'ONU, Amnesty International, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne avaient notamment exhorté Museveni à ne pas promulguer ces textes. La Maison-Blanche avait mis en garde et continue de mettre en garde l'Ouganda contre les potentielles conséquences économiques. Et au Sénégal, Ousmane Sonko a déclaré sur les réseaux sociaux dans la nuit de lundi à mardi qu'il était séquestré et a appelé à des manifestations à Dakar. Des jeunes manifestants inquiets de son sort avaient affronté les forces de l'ordre car l'opposant sénégalais avait été interpellé 2 jours auparavant et n'avait plus donné de nouvelles. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko est sorti de son silence sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration faite dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai, il s'est dit séquestré par les forces de sécurité et a appelé ses compatriotes à s'élever comme un seul homme. L'État persécute Ousmane Sonko et ça on ne l'acceptera pas. On n'est pas prêt à reculer. On va se battre. Et on n'arrêtera pas tant qu'ils n'ont pas levé les barricades autour de chez lui. Inch'Allah. Il est en prison. Il ne peut pas sortir et il ne peut pas recevoir. C'est une prison. Nous battrons pour qu'on le laisse en paix, en liberté. C'est un Sénégalais qui est à l'intérieur de son pays. Ils ont brûlé des pneus, ils sont partis, donc on n'est pas à l'abri, donc on devait l'amener ailleurs, pas ici à la cité. On a des enfants, on a des écoles, ils vont à l'école, ils sont partis au cinéma, on ne peut pas ramener nos enfants. On a peur, on a tous peur. Les forces de sécurité ont riposté en tirant en abondance les gaz lacrymogènes. Elles bloquaient le rue donnant accès au domicile d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, est menacé d'inéligibilité et depuis 2021, le personnage principal d'un feuilleton politique judiciaire qui met régulièrement Dakar sous tension. Ces tensions menacent d'augmenter encore à l'approche du verdict que doit rendre jeudi une chambre criminelle dans un procès contre lui pour viol. Ouvrons notre page sportive avec cette fierté du football congolais. Chancel Mbemba Mangulu a été élu ce mardi meilleur joueur africain de la Ligue 1 grâce à sa performance durant la saison 2022-2023. Le défenseur congolais a dévancé au vote l'ivoirien Seko Fofana et le nigérien Termofi. Pour sa première saison dans la cité phocéenne, Chancel Mbemba Mangulu a laissé des traces indélébiles. Malgré la polémique sur son âge en début de saison, Chancel Mbemba Mangulu s'est démarqué sur terrain en marquant 7 buts, toutes compétitions confondues. Celui qu'on surnomme demi-dieu a surtout fait parler de son talent lors des grands matchs, mais souvent trahi par l'inefficacité offensive de l'Olympique de Marseille. Mené samedi face à Brest, l'Olympique de Marseille a pu revenir dans le match grâce au talent de Chancel Mbemba Mangulu. Figurant dans le 11 type de la saison en Ligue 1, Chancel Mbemba Mangulu a remporté les prix Marc Viviane Foé, détrônant ainsi Seko Fofana, tenant du titre, et les Nigérians, Terem Mofi. C'est pour la première fois qu'un défenseur arrive en tête des votes. Chancel Mbemba Mangulu devient le deuxième joueur congolais à être sacré après Gaël Kakuta en 2021 et ne fait que monter en puissance malgré son âge. Il est tombé tout seul. Chancel Mbemba, quelle sérénité. On va prendre les rappels des principaux titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'armée alerte sur la menace qui pèse sur Goma. D'après les forces loyalistes, l'armée rwandaise et les rebelles du M23 s'apprêtent à réoccuper leurs anciennes positions.
Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, Salomon Kalonda El Skadela, vient d'être interpellé ce mardi à l'aéroport international de Njili par l'Agence nationale de renseignement alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi avec son leader. L'homosexualité est interdite en Ouganda. La loi promulguée lundi par Yoweri Museveni prévoit jusqu'à 20 ans de prison quiconque promeut sciemment le LGBT. En sport, c'est une fierté pour le football congolais. Chancel Mbemba Mangoulou a été élu ce mardi meilleur joueur africain de la Ligue 1 grâce à sa performance durant la saison 2022-2023. Ne nous quittez pas, dans quelques instants, c'est la revue de presse sur votre chaîne. Comme tous les mardis, Héritier Ntamboa nous rejoint pour la sélection des titres. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Félix Tshisekedi a bouclé sa visite en Chine hier, mais que retenir de cette mission ? Eh bien, Amina, c'est les sujets repris à la une des journaux parus. C'est mardi à Kinshasa. Radio Okapi pointe à sa première page. La Chine et la RDC décident de renforcer leur coopération dans les domaines de la paix et sécurité. Nos confrères renseignent qu'elles ont convenu lundi 29 mai de renforcer leur coopération dans les domaines de la paix et sécurité. Les chefs d'État de ces deux pays ont levé cette option à Hong Kong. C'est dans cette ville que Félix Tshisekedi a clôturé hier sa visite de 4 jours en Chine. Xi Jinping et Félix Tshisekedi ont également décidé d'intensifier les échanges entre les armées de leur pays, rapporte Radio Okapi. Le média Politico, pour sa part, titre à sa une, retour sur la visite de Félix Tshisekedi en Chine. Le média entame son article par un petit rappel d'un des défis majeurs du chef de l'État congolais lors de sa prise des fonctions comme président de la République démocratique du Congo, placer la RDC sous l'orbite diplomatique internationale, figurait dans les lots des engagements clés du président Tshisekedi. Depuis 4 ans, bon nombre d'analystes et observateurs politiques s'est demandé à quand la visite du président de la République en Chine. Selon ces médias, Amina Bayombo, la question était légitime, d'autant plus que les deux nations ont des liens historiques fondés sur une amitié de plus de 50 bonnes années et marquée par des empreintes indélébiles dont la symbolique est à l'image de la taille de ces deux pays. Présidentielle au Nigeria, Bola Tinubu officiellement investi président d'un pays plutôt divisé. Oui, c'est comme ça que titre RFI, puis j'en termine là-dessus d'ailleurs. Bola Tinubu officiellement investi président d'un pays divisé. Le nouveau président nigérian Bola Ahmed Tinubu a prêté serment hier à Abuja. Il devient officiellement le nouveau président du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, empêtré dans le marasme économique et une grave insécurité d'après Radio France Internationale. Ces médias notent que malgré l'investiture, une partie de l'opposition continue à contester les résultats des élections du 25 février. D'un média à un autre, Amina Bayombo, BBC News Afrique pointe pour sa part les 5 défis majeurs qui attendent Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria. Selon cette presse, cet homme de 71 ans n'est pas du genre à se laisser décourager par ces défis. En tant que gouverneur de Lagos à 2 reprises, il a revitalisé le centre commercial du Nigeria, ce qui n'est pas une tâche facile et il est bien conscient des problèmes. Bola est attendu pour, entre autres, la subvention de carburant, prendre soin de l'économie du pays, mettre fin aux enlèvements et en sécurité, pour ne citer que ces quelques défis épinglés par BBC News Afrique. Voilà, Amina Bayombo, ce qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Et je remercie nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci également pour cette sélection, Héritier Ntamboa. Merci à vous. Le journal est terminé. Le prochain, c'est dans moins d'1 heure. Excellente suite de programmes sur Télé 50. L'actualité reste en continu.